Saga Egmont présente Ma Bible du maternage proximal de Charlotte Lardery, lue par Alexandra May. Ma Bible du maternage proximal, Charlotte Lardery, préface du Dr Adrien Serban, pédiatre et psychothérapeute. À mes parents, qui sont des modèles parfaits de parentalité proximale. À ma mère, pour qui le maternage proximal fut une évidence instinctive et non un concept. À mon père, pour qui la paternité a toujours été une priorité et une mission de vie. Merci pour tout. Ma force et mon autonomie, je vous les dois. Je vous aime tant. Préface du Dr Adrien Serban. Il est difficile d'imaginer que notre espèce, Homo sapiens, n'a pas ou a très peu changé depuis qu'elle existe, à savoir depuis presque 200 000 ans. En fait, si on avait une machine à remonter le temps et qu'on pouvait ramener un de nos ancêtres d'il y a 100 000 ans dans le présent, il pourrait, après une période d'adaptation qui dépendrait essentiellement de son âge, apprendre à utiliser un ordinateur ou un smartphone, à conduire une voiture ou à se servir d'un lave-vaisselle. On a par exemple récemment retrouvé des traces montrant que nos ancêtres cousaient des vêtements il y a plus de 100 000 ans. Notons que s'il a fallu 100 000 ans pour inventer la machine à coudre, il a fallu moins de 100 ans pour délocaliser l'industrie du textile à l'autre bout du monde. Ce qui a dramatiquement changé, ce n'est pas notre espèce, mais son mode de vie. Ce changement a eu lieu il y a très peu de temps. Il date de la découverte du pastoralisme et de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans. Avant, donc pendant 95% de son existence, l'humanité a vécu en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, une société que les anthropologues appellent Immediate Return Society. Il n'y avait pas de cumul de richesses, mais tout était consommé tout de suite. L'impact sur l'environnement de ces sociétés était inexistant. Ils n'ont donc laissé aucune trace. Nous avons pu néanmoins connaître leur mode de fonctionnement à travers des études réalisées par des anthropologues dans les années 1970-1980 auprès des peuples indigènes qui avaient gardé leur mode de vie ancestral dans certaines régions reculées. Ainsi ont-ils pu constater des traits communs qui caractérisent le mode d'organisation économique et sociale de ces sociétés, indépendamment de leur localisation géographique sur les différents continents, dont les plus marquants sont l'égalitarisme, le partage et la liberté individuelle. Melvin Konner, médecin et anthropologue, a consacré une grande partie de son œuvre à l'étude de l'enfance chez les chasseurs-cueilleurs. À partir de sa propre expérience auprès du peuple Kung en Afrique et des publications de ses collègues anthropologues, il a mis en évidence les traits communs du comportement des parents envers leurs enfants dans les différentes cultures de chasseurs-cueilleurs, parmi lesquelles l'allaitement par de brèves tétées, 2,5 minutes en moyenne, mais très fréquentes, toutes les 15 minutes en moyenne, pendant les 4 premiers mois, pratiquées jusqu'à l'âge de 2 à 4 ans, tient une place centrale. Ce type d'allaitement, intensif et extensif, est une caractéristique commune à tous les peuples de chasseurs-cueilleurs, organisés sur un mode égalitaire fondé sur le partage universel et la liberté individuelle. Il s'associe à un contact physique permanent entre la mère et le bébé, le partage du lit durant la nuit et une attitude très indulgente envers les enfants. Cela nous apprend ainsi que les clés d'un allaitement réussi dès le début de la vie, durant les 4 premières semaines postpartum, sont le contact permanent entre la mère et le bébé et les tétées brèves et très fréquentes. On retrouve aujourd'hui, dans les pays où l'allaitement est traditionnellement encouragé, une organisation démocratique de la société, comme c'est le cas des pays scandinaves. Le lien entre l'allaitement et l'organisation sociétale est modulé par la position de la femme dans la société. Dans certaines zones reculées, des chasseurs-cueilleurs cohabitent avec des agriculteurs, comme c'est le cas des Aka et des Ngandou en Afrique centrale, les deux groupes appartenant au même peuple des Pygmées. Cette proximité géographique et ethnique a permis de mettre en évidence les interactions entre le mode de gestion des ressources et l'organisation sociale, et les Aka, en tant que chasseurs-cueilleurs nomades, n'accumulant pas de richesses, Immediate Return Society, et les Ngandou, en tant qu'agriculteurs, étant des créateurs de richesses, Delayed Return Society. Alors que les Aka forment une société égalitaire, fondée sur le partage, non violente et monogame, dans laquelle la femme est considérée comme égale de l'homme, la société des Ngandou est hiérarchique, marquée par la suprématie de l'homme sur la femme. La richesse y est répartie de façon inégale.
La violence est fréquente pour stabiliser cette inégalité. La polygamie apparaît. La femme est soumise à l'homme et doit se rendre disponible pour travailler. Son nouveau statut affecte le mode d'éducation des enfants, qui se reflète déjà dans le mode de l'allaitement. Durant les 3 ou 4 premiers mois, la femme Aka passe plus de temps à allaiter que la femme Ngandou, 14,2% de la journée versus 11,5%. Chaque tétée est plus brève, 2,3 minutes versus 3,9 minutes, et plus fréquente, environ 4 fois par heure versus 2 fois par heure. Cela a des conséquences sur le comportement des enfants. Les bébés Aka sont moins accrochés à leur maman et pleurent moins que les bébés Ngandou. Au fil des millénaires, le cumul de richesses et les inégalités vont croître et avec eux la nécessité pour la femme de se rendre disponible pour le travail. On apprend à travers le mémoire sur la conservation des enfants, lu devant l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon en 1778 par Prost de Royer, lieutenant de police, que la très grande majorité des nouveau-nés dans les grandes villes de France, comme Lyon et Paris, étaient confiés dès leur naissance à des nourrices mercenaires à la campagne, mal formées et mal payées. La conséquence était une mortalité infantile élevée. Humaniste, Prost de Royer écrit dans son ouvrage que la première nourriture et la première éducation de l'homme ont une influence sensible sur son tempérament et son caractère. C'est la base de l'édifice. C'est alors que l'homme éprouve les premières sensations, bégaie les premiers mots, a les premières idées, combine les premiers raisonnements. L'éducation domestique et l'éducation publique détruisent difficilement ces impressions premières. À travers ces constats, ce grand humaniste anticipe la théorie de l'attachement qui a été développée par le psychiatre britannique John Bowlby dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Issu du courant psychoanalytique, Bowlby a démontré, à travers une étude réalisée auprès de jeunes délinquants, qu'une large partie d'entre eux avaient été privés d'affection maternelle pendant une longue période avant l'âge de 5 ans. La théorie de l'attachement affirme que la qualité du lien qui se développe entre le bébé et la personne qui s'occupe de lui la plupart du temps, primary caregiver, est déterminante pour le développement de la capacité de l'enfant à apprendre, à créer des liens, à développer sa créativité, capacité qui forme l'intelligence émotionnelle. Mandaté par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour réaliser un état des lieux concernant la santé mentale des enfants dans l'Europe d'après-guerre, Bowlby arrive à la conclusion que le nourrisson et le jeune enfant doivent vivre une relation chaleureuse, intime et continuelle avec sa mère, ou son substitut permanent, dans laquelle tous deux trouvent satisfaction et plaisir. Il a ainsi élaboré l'hypothèse que le style d'attachement que l'enfant développe à travers les expériences sociales de la première année de vie reste stable jusqu'à l'âge adulte. Bowlby avait une approche pluridisciplinaire et il s'est intéressé aux travaux des éthologues, scientifiques qui étudient le comportement des animaux, comme ceux de Konrad Lorenz, qui a consacré toute sa vie à l'étude des oies sauvages. Il a été un des premiers à décrire le phénomène appelé imprinting. Le petit oisillon se lie de façon indélébile au premier objet qui se déplace, qu'il va apercevoir à un certain moment après l'éclosion de l'œuf, que ce soit sa mère, Konrad Lorenz lui-même ou un simple appareil. La stabilité des styles d'attachement a été confirmée par des études prospectives longitudinales. En 2020, Waters et ses collaborateurs ont publié une étude qui a porté sur 50 personnes, suivies sur 20 ans, de l'âge de 1 an à 21 ans. 72% d'entre elles présentaient le même style d'attachement. Pour les 28% restants, il avait été modifié par les événements de la vie. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, explique le renard au Petit Prince dans le célèbre ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry. En effet, contrairement aux théories cartésiennes qui, depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, enseignent le primat du raisonnement pour les humains, les neuroscientifiques soulignent depuis les années 1990 l'importance du vécu émotionnel comme une loi universelle, à laquelle nous ne faisons pas exception. Emotion First. Dans son ouvrage paru en 1994, intitulé L'erreur de Descartes, Antonio Damasio traite du rôle des émotions dans la prise de décision. Il décrit le cas de l'ouvrier au chemin de fer américain Phineas Gage, qui a subi un accident explosif avec une barre de fer qui lui a transpercé le crâne. Il a survécu à cet accident avec des capacités de raisonnement et de parole conservées, mais la région préfrontale ventro-médiane du cerveau a été irrémédiablement atteinte. Cette région fait partie du système limbique, responsable du vécu émotionnel et social.
sa personnalité a complètement changé. Il a développé un comportement asocial et est devenu incapable de prendre des décisions au quotidien, malgré des facultés intellectuelles conservées. Ces dernières années, les neurosciences ont fait des progrès considérables, permettant aujourd'hui de réaliser une cartographie du cerveau. Une telle modélisation a été publiée en 2014 par Gerhard Roth et Nicole Ströber de la faculté de Bremen en Allemagne. Selon eux, on peut distinguer 4 niveaux avec des origines et des fonctions différentes qui forment la personnalité. 3 niveaux limbiques, inférieur, moyen et supérieur, ainsi que le niveau cognitivo-linguistique. 1. Le premier niveau, limbique inférieur, régule les fonctions vitales comme la respiration, le sommeil, mais aussi la réactivité au stress, notamment la réaction de fuite ou d'agressivité. Il est formé par les structures situées à la base du cerveau, le tronc cérébral, l'hypothalamus, la partie centrale de l'amygdale. Son mode de fonctionnement est déterminé au tout début de la vie, d'une part par les gènes, d'autre part durant la vie intra-utérine, par l'exposition au stress par exemple, et ne peut être modifié que très difficilement à l'âge adulte. 2. Le deuxième niveau, limbique moyen, est l'emplacement des émotions, notamment du conditionnement émotionnel inconscient. Il est formé par la partie basale latérale de l'amygdale, l'hippocampe, le nucleus accumbens, l'aire tegmentale ventrale, ATV. Ce sont les expériences que l'enfant fait durant les premières années de vie, et en particulier à travers ses premières relations sociales, qui vont influencer la formation des réseaux neuronaux à ce niveau, et qui vont déterminer ce qu'on ressent comme agréable ou désagréable, qu'il s'agisse de situations, personnages ou relations. On peut supposer que c'est à ce niveau que le style d'attachement se forme. Le mode de fonctionnement à ce niveau ne peut être modifié chez l'adolescent et l'adulte que par des expériences émotionnelles très fortes ou par des exercices qui s'inscrivent sur une très longue durée. Ces 2 premiers niveaux forment le noyau de la personnalité. 3. Le troisième niveau limbique se développe jusqu'à la fin de l'adolescence. Il est formé par le cortex orbitofrontal et préfrontal ventromédian, la partie antérieure du gyrus singulaire et du cortex insulaire. C'est à cet endroit que les émotions deviennent conscientes et que l'individu apprend à se mettre en relation avec les autres et à interpréter leur comportement. Ces apprentissages ne sont que peu modifiables par la suite. Ils ne peuvent qu'être renforcés ou atténués. 4. Le 4e niveau cognitivo-linguistique s'active lors des communications verbales, quand on planifie une action, quand on s'explique le monde ou nous-mêmes. Il atteint sa maturité au début de l'âge adulte, mais reste en continuelle modification, par exemple quand on parle. Ce modèle met en évidence l'importance de l'attachement, ce premier lien que le bébé tisse avec le monde. Ce qui assure la qualité de l'attachement, c'est la sensibilité de la mère aux signaux du bébé, sa propre capacité à les comprendre et à réagir de manière adéquate, capacité qu'elle enrichit progressivement à travers un contact permanent, intime et intense avec son bébé. Cette sensibilité qui joue un rôle si important au début de la vie est déterminée par un petit neurotransmetteur retrouvé chez tous les mammifères et les oiseaux, et sous une forme légèrement modifiée aussi chez les prévertébrés, l'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone bien-être par son activité anti-stress, relaxante, antalgique. Elle est sécrétée en particulier chez la femme lors des interactions sociales positives, avec des taux qui sont corrélés avec l'intensité des émotions qui accompagnent ces relations. C'est le neurotransmetteur du coup de foudre. Les taux les plus élevés sont sécrétés en postpartum, environ 15 minutes après l'accouchement, quand la jeune maman rencontre son bébé. À noter cependant que l'administration de l'ocytocine par voie veineuse, pour déclencher l'accouchement par exemple, n'a pas d'effet au niveau du cerveau, et qu'elle inhibe même la sécrétion endogène d'ocytocine. Un autre aspect très intéressant de l'ocytocine a été démontré en 2005 par des chercheurs de l'Université de Zurich, notamment son effet sur la confiance mutuelle. Si on administre de l'ocytocine par voie intranasale à une personne, elle va faire plus confiance à une autre, qui en retour va lui faire plus confiance également. Un phénomène similaire a été retrouvé chez des papas qui jouent avec leurs enfants. L'administration intranasale d'ocytocine a augmenté le taux d'ocytocine non pas seulement chez le papa, qui s'est davantage investi dans les jeux, mais aussi chez son enfant. Ce phénomène s'explique par le fait que l'ocytocine et son récepteur sont dans une boucle de feedback positif. Plus on sécrète de l'ocytocine, plus notre sensibilité à l'ocytocine augmente.
L'allaitement intensif et le contact physique permanent, tels qu'ils sont pratiqués par les chasseurs-cueilleurs, contribuent par la sécrétion d'ocytocine à renforcer les liens de la mère avec son bébé, en augmentant sa sensibilité aux signaux du bébé. Les nouveau-nés humains naissent très immatures d'un point de vue neurologique, ce qui se reflète d'ailleurs dans l'augmentation rapide du volume du cerveau dans les mois qui suivent la naissance. Cette immaturité les rend très vulnérables et ils ont besoin d'une constante protection en début de vie. En même temps, cette immaturité représente une chance car la plasticité cérébrale qui en résulte rend possible de profonds apprentissages. Une étude montre que, en fonction de la durée de l'allaitement, cette sensibilité maternelle peut être retrouvée au-delà de l'âge de 10 ans de l'enfant. La France est un des pays avec le taux d'allaitement le plus bas au monde. Le rapport UNICEF sur le bien-être des enfants dans les pays industrialisés montre que les adolescents français sont ceux qui font le moins confiance aux autres, qu'il s'agisse d'autres enfants ou, et, surtout, de leurs parents. Les enfants les plus confiants se retrouvent dans les pays avec les taux d'allaitement les plus élevés, notamment les pays scandinaves. Certaines personnes naissent avec un bagage génétique qui les rend labiles sur le plan émotionnel. Intéressons-nous aux gènes du transporteur de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui a la fonction d'apaiser les émotions. Son efficacité dépend d'une autre molécule, le transporteur de sérotonine, dont la synthèse est codifiée par des gènes qui existent sous 2 formes différentes, un gène court et un gène long. Le gène court entraîne la sécrétion d'un transporteur moins efficace, ce qui a pour conséquence une diminution de l'efficacité de la sérotonine. Les émotions vont être ressenties plus fortes et d'une durée plus longue. Ainsi, les personnes qui sont homozygotes, qui possèdent 2 gènes identiques sur chaque chromosome de la même paire, pour le gène court, vont être plus émotives et en même temps plus impactées par leur environnement, pour le meilleur et pour le pire. En 2003, une étude a montré sur une large population que des événements traumatiques, comme la perte d'un être proche ou la maladie, exposent les personnes possédant le gène court à un risque plus élevé de dépression. En même temps, elles peuvent se montrer plus résilientes avec un soutien social adéquat. En 2013, dans un ouvrage auquel ont participé des chercheurs du monde entier dans les domaines des neurosciences, de l'anthropologie et de la psychologie, le neuroscientifique Jaak Panksepp conclut: le principal message des neurosciences comparatives modernes est que les enfants qui commencent leur vie entourés de tendresse et de protection ont les meilleures chances de mener une vie heureuse. Sur les bases des connaissances actuelles dans leur domaine, les auteurs ont élaboré un manifeste qui synthétise les prérequis pour un démarrage dans la vie en accord avec nos besoins fondamentaux et plein d'espoir pour l'avenir. Contact physique permanent entre le bébé et sa maman durant les premiers mois. Sensibilité et réactivité de la maman aux signaux du bébé. Allaitement intensif, 2 à 4 fois par heure et extensif, jusqu'à 2 voire 5 ans. Jeu libre dans un environnement naturel. Groupe multi-âge. Soutien social intense pour la mère. Alloparentalité. Multiples personnes impliquées dans l'éducation des enfants. Respect de la physiologie de la naissance. Tout cela correspond à ce qu'on appelle le maternage proximal. Charlotte Lardery, à travers cet ouvrage, en a dressé les grands axes. J'espère, en tant que pédiatre, qu'après sa lecture, vous serez convaincu des bienfaits de ce type d'éducation. Dr Adrien Serban, pédiatre et psychothérapeute. Introduction. Nous sommes des mammifères. Les mammifères ont en commun de porter leurs petits au creux de leur utérus pour une durée déterminée, d'enfanter lorsque la gestation est à terme, puis de materner le temps nécessaire à l'autonomie du petit. Porter, accoucher, materner. 3 processus physiologiques dominés par l'instinct primaire. En tant que sage-femme, mon rôle est d'accompagner et de surveiller ces étapes. Je ne peux bien évidemment pas enseigner aux femmes comment faire un bébé. Par là, j'entends comment fabriquer un cœur sain, mettre un pied au bon endroit ou créer une main à 5 petits doigts. Sauf exception, le corps sait faire. Il en est de même pour l'accouchement. La femme est capable d'accoucher. Elle le fait depuis que le monde est monde. Et malgré ce que l'on nous fait parfois croire, c'est un événement qui se passe majoritairement très bien. Notre chère planète est d'ailleurs actuellement surpeuplée. Si on suit ce raisonnement, le maternage devrait aussi être un réflexe primitif. Alors, pourquoi tant de prévention et de préparation autour du couple qui attend un bébé ?
Ma mission est de guider et de donner confiance aux femmes et aux hommes pour qu'ils arrivent à se reconnecter à leur instinct. Cet instinct primaire qui sait comment porter, accoucher et materner. Mais, aujourd'hui, entre études scientifiques, conseils familiaux et dictats sociaux, est-on vraiment libre de suivre notre instinct? Depuis plus d'un siècle, le maternage dit distal fait loi en Occident. Pour le bien-être de l'enfant, on a décrété, et on décrète encore, que l'enfant doit dormir dans sa chambre, qu'il doit savoir s'arrêter de pleurer tout seul, qu'il ne faut pas le porter trop, au risque qu'il devienne capricieux, qu'il doit faire des nuits de 7 ou 8 heures et obéir aux ordres parentaux. Pouvoir mesurer la quantité que le bébé mange, lui imposer un nombre d'heures de sommeil défini et lui offrir un cadre rapidement pour que ses besoins ne deviennent pas anarchiques sont des éléments fréquemment présentés aux parents comme rassurants. Cette notion de contrôle, qui peut parfois être apaisante pour certains parents, peut aussi être très frustrante. Beaucoup de couples m'expliquent leur culpabilité face à l'échec qu'ils ressentent de ne pas arriver à appliquer parfaitement ces règles, et surtout me confient que, s'ils suivaient leur instinct, ils feraient autrement, mais qu'ils ne savent pas ce qui est juste. Chaque femme, chaque couple, chaque enfant est unique. Cette Bible n'est pas un protocole à suivre, c'est une boîte à outils qui vous aidera à trouver des clés pour toucher à la parentalité la plus juste pour vous et pour votre enfant. Le but est que vous vous sentiez libre et éclairé pour pouvoir materner selon vos propres règles. En aucun cas, ce qui va suivre n'est un jugement. Dans chaque chapitre, vous trouverez des graines qui peut-être germeront parce que cela résonne en vous, et d'autres qui n'auront pas de place dans votre cœur. Il est possible que certains chapitres vous apportent plus de questionnements personnels que de réponses, et c'est une bonne chose. C'est en se posant des questions que l'on devient de meilleurs parents, et c'est en acceptant le fait que l'on n'aura jamais toutes les réponses que l'on se rapproche du parent parfait. Maternage intensif ou proximal? Le bébé humain est le mammifère qui naît le plus prématuré. Il ne sait ni parler, ni marcher, ni s'alimenter seul pendant plusieurs mois. Il est donc naturel que nous petits aient besoin d'un maternage intensif pour survivre. Le terme intensif a parfois une connotation négative. Il fait plus appel à la notion de temps qu'il faudrait accorder à l'enfant qu'à la notion de qualité. Je préfère le terme proximal. Les mères parlent de cette proximité viscérale dont elles ont besoin avec leur nouveau-né. Les pères parlent de la proximité de contact avec leur enfant. Nombre de jeunes papas m'ont avoué adorer porter, en écharpe ou en porte-bébé, des heures entières pour compenser les mois de gestation durant lesquels ils ont parfois jalousé leur femme. Quand commence le maternage? Le maternage dont nous allons parler concernera principalement la première année de l'enfant. Mais je crois que le maternage commence souvent une année avant la naissance. C'est l'envie de materner ou de paterner qui impulse le projet de faire un enfant. Puis, les 9 mois de grossesse sont du maternage proximal par excellence. La première année de parentalité ne doit donc être que la continuité de cela. Parfois, la grossesse se fait attendre et les couples mûrissent leurs envies. Beaucoup de couples m'ont confié que le délai d'attente leur avait permis d'affiner très positivement la direction qu'ils voulaient donner à leur parentalité. Et quelquefois, ce bébé est une surprise et s'approprier un maternage imprévu va être un défi. Heureusement, une grossesse dure 9 mois et cela laisse souvent le temps nécessaire. Enfin, certaines femmes sont maternantes sans enfants. L'instinct et l'évidence étant là, l'adoption sera un aboutissement merveilleux. Je crois que l'on peut pratiquer un maternage proximal avec un enfant à qui on n'a pas donné naissance ou qui ne porte pas notre patrimoine génétique. Cette contenance envers l'enfant adopté peut être si viscérale que certaines femmes en ont des montées de lait. Petite mise au point sur les termes « père » et « mère ». Pour faciliter la lecture, j'utiliserai les termes « mère » et « père » régulièrement. Mais les mamans solo, les couples homosexuels, les parents adoptants et les familles d'accueil seront inclus dans les mots « papa-maman ». Certes, ces mots sont réducteurs parfois, mais ils symboliseront ici simplement la figure parentale qui prend soin de l'enfant. Tisser du lien. Le maternage proximal doit être simple et instinctif pour permettre le tissage du lien avec cet enfant que l'on doit apprendre à connaître, à aimer et à protéger. Pour que l'enfant se détache, il faut qu'il s'attache. Voilà la clé pour une autonomie volontaire de l'enfant. Tout est question de temps et de patience. Chaque enfant a son rythme, chaque parent a ses limites. Être parent, c'est répondre aux besoins physiques et émotionnels fondamentaux de l'enfant.
La satisfaction des besoins de base de l'être humain crée la sensation de sécurité. La sécurité physique et émotionnelle va être la conséquence vertueuse d'un maternage proximal. Plus l'enfant développera sa confiance en soi et envers le monde, plus il saura rebondir face aux difficultés de la vie et aura des outils personnels pour se réaliser en tant qu'adulte. Pendant longtemps, l'enfant a eu un statut de petit animal à dresser. Puis des notions de psychologie sont arrivées. L'enfant est devenu une personne et certains parents se sont perdus en pensant que l'enfant était cérébralement égal à l'adulte, que l'enfant pouvait tout comprendre et réagir en conséquence. Or, l'enfant est un enfant, c'est-à-dire une personne à part entière avec ses spécificités qui doit se construire pour devenir un adulte autonome. Le parent doit se positionner en tant que guide avec bienveillance et respect. Le plus beau des cadeaux à faire à son enfant est de l'accueillir peu importe qui il sera et quels seront ses besoins. Chaque enfant est différent, donc chaque maternage sera différent. Ce qui a bien fonctionné sur l'aîné ne sera peut-être pas satisfaisant avec le deuxième. Dans le chemin de la parentalité, il ne faut rien croire ni personne, et simplement écouter votre instinct. Ouvrir son cœur à un enfant sans attente fera de vous le parent idéal, car vous serez son guide sans jamais chercher à le formater. Tout parent veut le meilleur pour son enfant, mais aucun enfant ne veut être la source du sacrifice de ses parents. Il ne faut pas que la femme ou l'homme perdent leurs propres repères. Souvent, au contraire, chaque maternage ou paternage vous fera évoluer tout en vous respectant vous-même. C'est une source de développement personnel incroyable et infinie. Le mot maternage concerne celui qui s'occupe de l'enfant. Le mot paternage ne sera que rarement utilisé encore une fois pour faciliter la lecture, mais il est complètement synonyme de maternage à mon sens. À l'heure où j'écris ce livre, je ne suis pas encore mère. Vous trouverez des dizaines de merveilleux ouvrages écrits par des mères expérimentées qui vous livreront leurs propres recettes du maternage. Ma Bible du maternage proximal va s'appuyer sur ma vision professionnelle de sage-femme, fondée sur les études scientifiques autour de notre sujet et enrichie de l'expérience des centaines de parents dont j'ai croisé le chemin depuis plus de 10 ans. La grossesse. Il est assez commun d'entendre que la grossesse n'est pas une maladie. La femme enceinte doit être aussi productive et efficace que le reste de sa vie. Cependant, au cours des 9 mois de grossesse, les femmes enceintes doivent faire un suivi obstétrical rapproché, jalonné de multiples examens. Prise de sang, analyses urinaires, échographie, rendez-vous médicaux s'enchaînent au cours des semaines de gestation. L'alimentation est envahie d'interdits, tandis que la prise de poids est drastiquement contrôlée. La grossesse n'est donc pas banale. La banaliser est à mon sens une erreur. Cependant, techniquer à outrance l'état de grossesse peut être anxiogène, car cela sous-entend qu'il est à haut risque, ce qui, rappelons-le, n'est pas la réalité dans la très grande majorité des cas. La multiplication des examens sur une grossesse physiologique ne permet pas à la future mère de s'extraire de son statut de patiente. Le patient a souvent un rôle passif face aux soins. Les soignants savent, le patient écoute. La grossesse ne devrait pas fonctionner en suivant ce schéma, car, jusqu'à preuve du contraire, la grossesse est un état physiologique du corps humain. La médecine est experte en pathologie. La physiologie est propre à chaque individu. Chaque individu a son instinct primaire qui lui permet de comprendre ses besoins et d'y répondre. Vous êtes l'experte de la physiologie de votre grossesse. Grâce à ce sentiment de légitimité, la femme peut devenir actrice de ce moment de vie. Vous pourrez remarquer que beaucoup de praticiens, sages-femmes ou médecins, diront au couple chaque mois « Je vais voir comment va le bébé ». Je ne suis pas d'accord. Cela sous-entend que, sans examen, le couple ne pourrait pas savoir comment va ce bébé. Je crois fortement que les consultations doivent servir à confirmer ou infirmer un ressenti. Chaque consultation de grossesse devrait commencer par « Comment va votre bébé ?» La mère doit pouvoir répondre. Encore faut-il qu'elle ait pu prendre du temps pour s'écouter et qu'elle ait les clés pour comprendre son corps et ses messages. Certaines sont déjà initiées, d'autres vont avoir besoin d'outils. Avoir conscience de son corps et écouter ses sensations ne sont pas des pratiques innées pour tous, mais c'est à la hauteur de chacun. Ce sera un temps de découvertes incroyables. Un confrère m'a dit un jour « Ton corps, c'est ta maison, habite là. » Le corps humain sait ce dont il a besoin et envoie des signaux. Chacun se doit d'être présent pour les écouter. Le corps de la femme enceinte est en évolution constante.
L'intelligence du corps est bouleversante. En quelques mois, un petit être est créé. Le corps sait faire. Il va falloir lui faire confiance au fil des mois et apprendre à le soutenir lorsqu'il en aura besoin en se posant régulièrement des questions. Est-ce que j'en ai trop fait aujourd'hui? Ai-je des douleurs quand je marche ainsi? Ai-je senti mon bébé bouger ce matin? Quand vous vous posez ces questions, votre conscience corporelle s'affine et vous pouvez faire confiance à votre ressenti. La confiance n'est pas forcément un réservoir bien rempli chez la plupart d'entre nous. Et pourtant, il faut vous faire confiance pour faire les choix qui seront les plus justes pour vous et pour votre bébé. Le temps de la grossesse et de manière plus générale de la parentalité peut être un chemin de travail qui sera parfois désagréable et parfois très épanouissant. Il est important d'être vrai quand on commence ce chemin-là. Les enfants ont des clés magiques pour faire exploser les serrures de nos boîtes émotionnelles cachées. On a tous enfoui des ressentis dans un petit coin afin d'éviter de les gérer. Ne croyez pas que vous vous en sortirez si facilement. La parentalité va vous bousculer dans toutes vos croyances. Et cela va commencer par la fameuse transparence psychique de la grossesse. J'ai pour habitude de dire à mes patientes que la grossesse va presque toujours les confronter sur un pan de leur vie avec lequel elles ne sont pas tout à fait au clair. La femme, remplie de ses hormones, va vivre une transformation tant physique que psychique. L'aventure du maternage commence. Grossesse et maternage. La grossesse est un état absolu de maternage proximal. L'enfant vit au creux de l'utérus de sa mère qui répond à ses besoins sans limite ni condition. Les besoins physiques de l'enfant sont comblés. L'organisme de la mère s'adapte très vite afin de prioriser le bébé en gestation. C'est la raison pour laquelle la fatigue physique est souvent très importante durant le premier trimestre. Le corps de la femme cherche à s'adapter pour réguler les deux organismes. Le placenta joue un rôle d'interface entre la circulation sanguine maternelle et fœtale pour permettre, via le cordon ombilical, de transporter tout ce dont le bébé a besoin pour une croissance optimale. Le liquide amniotique vient le réchauffer, le sécuriser des chocs extérieurs et lui permettra de se mobiliser pour développer ses muscles. Cet environnement chaleureux et rassurant comble aussi ses besoins émotionnels. L'espace restreint et entièrement adapté apporte la contenance nécessaire à son bon développement. Le fœtus a déjà une perception de son milieu intérieur et du milieu extérieur à travers le goût et l'odeur de son liquide amniotique notamment. En outre, il reçoit les vibrations de son environnement aqueux, les mouvements de sa mère, les sons environnants. Certaines femmes m'ont décrit avoir ressenti un vrai sursaut de la part de leur bébé lors d'un grand claquement de porte, par exemple. Le fœtus ressent beaucoup. La vie extra-utérine de l'enfant est un continuum avec sa vie fœtale. Lui offrir une sécurité émotionnelle dès sa vie intra-utérine le rendra plus serein dès ses premiers jours de vie en dehors du corps de sa mère. La grossesse répond bien au principe des poupées gigognes qui s'emboîtent les unes dans les autres. La maman entoure son bébé, le second parent entoure la maman, la famille entoure le couple et ainsi de suite. L'entourage de la femme enceinte a donc un rôle capital. Certaines femmes s'épanouissent dans un état de cohabitation avec l'enfant. D'autres, en revanche, estiment que la grossesse est une phase de transition avant la rencontre tant attendue et sauteraient cette étape de gestation si elles le pouvaient. Pourtant, c'est une phase nécessaire. La femme et le couple ont besoin de ces 9 mois pour maturer leur parentalité. Il faut parfois plusieurs mois, voire des années, pour accepter que l'on va devoir donner tant à un autre être. L'investissement que demande le rôle de parent se construit petit à petit. Vivre sa grossesse en pleine conscience. Accueillir la grossesse. Une grossesse peut être un événement attendu ou une surprise. Dans l'histoire de chaque femme, il est fréquent que certaines grossesses ne soient pas allées jusqu'à terme. Parfois parce que la nature reprend ses droits et d'autres fois parce que c'est la femme qui fait un choix qui lui paraît le meilleur. Dans la plupart des cas, c'est un deuil à vivre et il permet de se construire. Chaque morceau de notre histoire façonne notre future parentalité, s'il y en a une. Dans la grande majorité, c'est l'envie de materner un petit être qui va impulser la volonté d'obtenir une grossesse ou de garder celle qui vient nous surprendre. Accueillir une grossesse est le premier acte de maternage. Je veux prendre soin de ce bébé. Cette simple et unique phrase vous définit comme parent. Le chemin du devenir mère et du devenir père va ensuite commencer par son lot de surprises et d'émotions.
Lorsque cette belle aventure de grossesse commence, je vous invite à vous approprier cette phrase merveilleuse d'Ariana Sekia. « Je fais de mon mieux dans le respect de moi-même, avec les cartes de l'instant et le reste appartient à la vie. » Chaque ligne de la citation a un sens à elle seule, mais c'est la phrase entière qui vous portera à chaque instant. Il est important de laisser libre cours à vos émotions. Même lorsque la grossesse était attendue depuis longtemps et souhaitée, la prise de conscience de sa réalité peut être émotionnellement intense. La transparence psychique, propre à cette période, est une voie d'accès aux souffrances anciennes. Un frisson d'envahissement et d'irréversibilité peut traverser la femme enceinte. Et parfois, c'est un sentiment d'attachement profond et de prise de conscience sur la fragilité de l'hôte qui devient le sentiment le plus fort. Le début de grossesse peut engendrer de grands doutes et vos questionnements vous permettront d'établir vos envies. L'investissement dans cette grossesse va se faire à travers vos questionnements. Prendre part psychiquement à l'aventure que traverse votre corps confirmera sa réalité. Il est fascinant de voir à quel point le corps a besoin de la validation de l'esprit pour s'exprimer. Il n'est pas rare que les femmes deviennent nauséeuses précisément le lendemain de la découverte de leur grossesse. Comme si le corps n'avait pas le droit de s'exprimer tant que l'esprit n'a pas validé le changement d'état. Pourtant, ces signaux ont souvent un sens et une nécessité. Favoriser un environnement propice. S'adapter. La grossesse n'étant pas une pathologie, la société va attendre que vous soyez exactement la même, que vous travailliez de la même façon qu'avant, que vous soyez aussi efficace et performante que sans ce petit être qui grandit en vous. Vous aurez aussi peut-être envie que les choses ne changent pas trop vite dans votre vie et que vous puissiez rester aussi active et sociale qu'avant. La grossesse ne doit pas être un temps d'isolement ou de restrictions physiques importantes. Cependant, dès le premier trimestre, si votre corps peut s'exprimer, il vous montrera que vous êtes en transformation et qu'il a besoin d'énergie pour cela. Il s'agit alors de continuer sa vie, mais en adaptant son quotidien. L'adaptation est la clé d'une grossesse et d'une parentalité équilibrée. S'adapter, ce n'est pas renoncer à qui vous êtes ou arrêter votre activité. Au contraire, c'est trouver des compromis afin que tout soit compatible. Adapter ses habitudes sportives, professionnelles, alimentaires et autres vous permettra de continuer à être active jusqu'à votre accouchement. En pratique. Après chaque journée, allongez-vous 20 minutes et faites le bilan de votre journée. En avez-vous trop fait? Avez-vous eu le temps de respirer, de boire, de faire des pauses pipi, de sentir votre bébé bouger? Puis, décidez comment vous allez adapter votre journée du lendemain pour corriger ce qui n'a pas été satisfaisant. Vous autoréguler dans votre quotidien est un investissement rentable. Vous serez plus épanoui et vous mettrez votre grossesse en sécurité. Réduire le stress. Le stress est un facteur omniprésent dans nos quotidiens. On ne compte plus les études qui prouvent l'effet délétère de notre vie à toute allure. Pour certains, il est tellement difficile de ne rien faire en se reposant qu'ils font du stress un moteur dans leur vie pour réaliser leurs projets. Lorsque le projet est de faire un enfant, la donne change. Le repos ne signifie pas que le corps ne fait rien, car il fabrique un bébé. À chaque instant, durant les 9 mois, les cellules de ce nouvel être se développent et un fœtus est en cours de maturation. Quel travail! Grâce à de récentes études, l'impact du stress prénatal sur le développement comportemental et cognitif des enfants a été démontré. Il est logique de comprendre que la sécrétion d'hormones de stress chez la femme peut avoir un impact chez l'enfant et entraîner une prédisposition à un état d'anxiété chez lui. Chez des femmes excessivement stressées, anxieuses ou déprimées, les études ont pu observer une altération de la structure et des fonctions cérébrales chez le fœtus. Prendre des temps de repos et s'éloigner du stress sont deux actions essentielles. Hormones du stress versus hormones du bien-être. Les hormones de stress, telles que les catécholamines, dont l'adrénaline et le cortisol, engendrent des modifications physiologiques de l'organisme, augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du taux de sucre dans le sang. Les hormones du bien-être, telles que la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine, permettent au corps et au psychisme de s'épanouir. Ce seront des alliés pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Il est donc bon de s'offrir des moments de bien-être et de relaxation pour optimiser sa sécrétion d'hormones de bien-être. Toutefois, le stress n'est pas toujours évitable
Il ne faut en rien culpabiliser si vous mettez du temps à installer un équilibre harmonieux dans votre quotidien. Chaque jour, posez-vous cette question. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour me faire du bien? Communiquer et savoir s'entourer. Pour offrir à votre enfant une vie intra-utérine sécure, vous devez vous sentir vous aussi en sécurité. Il faut que vous osiez verbaliser ce besoin à votre entourage. La femme enceinte doit se sentir portée et soutenue pour réussir à porter son bébé. Rappelez-vous le principe des poupées russes gigognes. Le partenaire a un rôle très précoce dans ce soutien. Mais il n'est pas rare que les couples ne s'en rendent pas compte et que des incompréhensions s'installent. La communication va être la clé. Chaque personne, même adulte, a besoin d'être entourée et de savoir vers qui se tourner en cas de perturbation émotionnelle. Prenez le temps d'y réfléchir en début de grossesse. Sur qui pourrez-vous vous appuyer? La bienveillance et la fiabilité seront les qualités que vos personnes ressources devront posséder. Le conjoint a aussi besoin de ses propres personnes ressources, car la femme enceinte est parfois moins disponible autant physiquement que psychiquement. Essayez de créer durant votre grossesse un village rassurant autour de vous. Ce village peut être constitué d'amis, de familles et de professionnels. Votre entourage ne peut pas répondre à tous vos besoins. Vous pouvez, si nécessaire, vous tourner vers des aides telles que les doulas, les psychologues, les auxiliaires à domicile, les associations, etc. Établissez vos sources de stress et offrez-vous du soutien à la hauteur de vos besoins. Une doula? Qu'est-ce que c'est? Les doulas sont des accompagnatrices à la parentalité professionnelle sans diplôme médical. Elles sont là pour répondre à vos questions, vous rassurer et vous conseiller pour l'arrivée de votre futur bébé. Leur présence peut être un merveilleux cadeau de naissance à se faire offrir plutôt qu'un énième body en coton. Mettre en place un suivi de qualité. Le suivi médical. Votre grossesse doit être suivie et accompagnée par des praticiens de confiance. Un suivi médical régulier est préconisé durant une grossesse. Pour certains, ce suivi médical doit être très technique pour être rassurant. Échographie tous les mois, touchés vaginaux en systématique, etc. Tandis que, pour d'autres, cette surmédicalisation de la grossesse favorise l'anxiété. Il faut au départ trouver ce qui vous sécurisera suffisamment pour ensuite prendre confiance en vous et en votre grossesse. Car, rappelez-vous, peu importe tous les examens pratiqués, personne ne pourra vous promettre un bébé en parfaite santé et plein de vie pour toujours. Il y a toujours une part de mystère. Certains ont parfois du mal à l'accepter, tant nous souhaitons pouvoir contrôler l'évolution de la grossesse. Or, celle-ci ne nous appartient pas. La médecine est là pour surveiller cette évolution avec un suivi régulier, une échographie par trimestre et un rendez-vous de bilan par mois. Mais elle ne pourra pas tout prévoir et prévenir. Le bilan mensuel. Les rendez-vous de bilan mensuel doivent comporter un long temps d'échange durant lequel la femme peut exprimer ses ressentis et apprendre à repérer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Ainsi, vous deviendrez plus autonome dans la surveillance de votre grossesse. C'est parce que vous aurez un ressenti affiné que vous pourrez si besoin alerter votre praticien sur un événement inquiétant. C'est là la meilleure des préventions pour sécuriser votre grossesse. Le rôle des sages-femmes. Pour les femmes sans facteur de risque, faire suivre sa grossesse par une sage-femme réduit le risque d'accouchement prématuré et d'accouchement instrumental. Un suivi de A à Z. Si vous n'avez pas d'antécédents médicaux importants, votre grossesse peut être suivie de A à Z par une sage-femme. Les sages-femmes sauront vous écouter, vous accompagner sur le chemin de la parentalité, surveiller l'évolution de votre grossesse et dépister les pathologies qui nécessiteraient une surveillance accrue. Témoignage. Pour moi, le plus précieux pour des futurs parents, et je m'en rends compte maintenant, c'est de se créer une bulle de bienveillance. Cela commence pendant sa grossesse et avec le choix de sa sage-femme. J'ai été beaucoup plus sereine pour Ambre que pour Lily, car j'avais trouvé ma sage-femme qui s'est occupée de tout et que ça fait du bien. Et surtout avec l'après-bébé. Pour moi, cette bulle va permettre aux deux parents de prendre confiance en eux et en leur nouveau rôle, et de commencer à créer du lien avec leur bébé. Camille, maman de Lily et d'Ambre. S'inscrire dans une maternité. Dans certaines grandes villes, il faudra vous inscrire très tôt dans une maternité. Mais votre projet de grossesse et d'accouchement ne sera pas entièrement construit. Faites les inscriptions nécessaires et prenez le temps de vous renseigner. Ne faites pas forcément un simple choix de proximité pour votre suivi.
Et n'hésitez pas à changer en cours de suivi si cela ne vous convient pas. Ma vision d'un suivi de grossesse qui favorise le maternage proximal. J'aime l'idée d'un accompagnement en mode Mamatryoshka. Matryoshka est le nom qui désigne les petites poupées russes en bois qui s'emboîtent. La fusion avec le terme mama correspond à ma vision des acteurs du maternage proximal. La maman contient son bébé, le partenaire contient le duo mère-bébé, la sage-femme contient le trio père, mère, bébé, etc. Vous pouvez y inclure toutes vos personnes ressources et l'ensemble forme un tout solide et sécurisant. Se préserver. En médecine traditionnelle chinoise, il est recommandé de se nourrir psychiquement de beau et de doux. Il est expliqué que les informations que l'on apporte à notre cerveau ont un impact sur notre corps et sur notre fœtus durant une grossesse. Les émotions sont à l'origine de beaucoup de déséquilibres biologiques. La femme enceinte doit se nourrir d'images paisibles, de musique joyeuse, de sujets agréables. Il me semble indispensable de couper les émissions de faits divers, d'informations anxiogènes, de films catastrophes et autres histoires à frissons. Dans notre société où l'information est accessible en temps réel et sans filtre, nous sommes parfois assommés de nouvelles négatives. S'alimenter de visions positives est un travail de chaque instant. L'idée n'est pas de se mettre des œillères ou de nier les difficultés existantes. C'est simplement plus bénéfique d'essayer de se concentrer sur des faits positifs. Le positif résonne. Votre inconscient ne comprend pas la négation. Or, nous avons tous tendance à nous dire « je ne veux pas ça »,« je ne suis pas comme ci ». Pour que nos souhaits et nos affirmations aient un impact, il ne faut pas formuler de négation. Essayez de reformuler vos idées. Je souhaite être courageuse. Je veux que tu sois épanouie. Créez-vous des mantras d'affirmation positive de grossesse. Je suis chanceuse de te porter en moi. Je souhaite que tu aies une vie merveilleuse, petit bébé. Je fais confiance à mon corps pour porter cette grossesse. Construire un enfant. Ce que l'on mange nous construit. De bons nutriments peuvent renforcer notre système immunitaire et nous rendre forts et vigoureux. A contrario, des apports inadaptés, des aliments pauvres en qualité et un excès de graisse peuvent nous affaiblir et leur consommation régulière créer des pathologies. Si l'alimentation a un rôle préventif, elle peut aussi avoir un rôle curatif dans certains cas. Hippocrate ne disait-il pas quelle était notre première médecine ? Durant la grossesse, la femme enceinte subit beaucoup de restrictions alimentaires. On lui explique ce qu'il ne faut pas manger pour éviter certaines pathologies, toxoplasmose, listériose et salmonellose principalement. Lavez bien les légumes, faire cuire longtemps la viande, éviter les poissons et les crustacés crus, ainsi que les produits transformés dont la traçabilité n'est pas contrôlée. Mais lui explique-t-on ce qui est bon pour favoriser la bonne santé de son bébé ? Ce que la femme enceinte mange a un retentissement sur son fœtus. Des apports suffisants et de bonne qualité sont nécessaires. Il est important de privilégier les produits frais et peu transformés. De nombreux polluants peuvent être présents dans notre assiette et on ignore encore tous les impacts qu'ils peuvent avoir. L'agriculture biologique et l'élevage raisonné devraient être la base de votre alimentation. Avis d'expert. L'assiette de la femme enceinte. Par Marina Colombani, diététicienne. Les régimes hypocaloriques sont à bannir pendant cette période et également le reste du temps, car ils augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète chez l'enfant à naître, notamment en raison de processus d'adaptation fœtale en réponse à un manque. Le modèle alimentaire méditerranéen et l'activité physique, surtout au premier trimestre, permettent la réduction du risque de diabète gestationnel et l'apport d'aliments riches en micronutriments essentiels à la gestation. En pratique, il est idéal d'avoir une alimentation variée sans exclure aucune famille d'aliments. Les denrées suivantes sont particulièrement intéressantes chez les femmes enceintes. Les viandes rouges, 2 à 3 fois par semaine. Les fruits de mer cuits, palourdes, moules, huîtres, cuites. Les œufs, source de fer, de zinc et de vitamine B12. Les petits poissons gras, peu pollués et riches en acides gras oméga 3. Sardines, maquereaux, harengs, anchois. L'huile de colza, issue de l'agriculture biologique et vierge première pression à froid si possible. Elle peut être mélangée à un peu d'huile d'olive si le goût ne vous convient pas. Les produits label bleu blanc cœur. Les œufs sont les plus intéressants
car ils contiennent beaucoup d'oméga 3 et on trouve aussi de la viande, du beurre et de la crème portant ce label. Les légumineuses, à faire tremper 12 heures pour réduire la teneur en phytate. Lentilles et haricots de toutes sortes, pois cassés, pois chiches, fèves, lupins. Source de fer, de fibres et de glucides complexes. Elles peuvent être consommées 3 fois par semaine. Les légumes, notamment crucifères, radis, épinards, betteraves, avocats, courges, carottes, patates douces, tous les légumes verts à feuilles, source de nombreux micronutriments protecteurs, dont la vitamine B9. Les oléagineux, noix de Grenoble, amandes, noisettes, noix de pécan et de cajou, pignons, source de bons gras, de protéines et d'éléments protecteurs. L'huile d'olive et le germe de blé, source de vitamine E. Les produits laitiers, 2 à 3 portions par jour, plutôt sous la forme de yaourt ou de fromage fermenté. Des yaourts ou boissons au soja enrichis en calcium peuvent être utilisés en remplacement, mais une portion par jour maximum, ce que représente un verre de lait ou un yaourt. En cas de nausée, un jus de gingembre mélangé à un jus de carotte et un jus de citron peut aider à les soulager. Il est également conseillé de ne pas faire de jeûne durant la grossesse, y compris le jeûne intermittent, et le jeûne de la nuit doit faire moins de 12 heures. De répartir les apports en 3 repas complets et de ne pas hésiter à faire une collation, avec dans l'idéal oléagineux, fruits, laitage. D'éviter les édulcorants, aspartame, saccharine, sucralose, aussi bien en ajout en remplacement du sucre que directement via la consommation d'aliments light, soda, boissons, yaourts allégés, biscuits allégés. De faire tremper 10 minutes dans de l'eau avec du bicarbonate de soude, une grosse cuillerée à soupe, les fruits et légumes qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique. De privilégier les produits issus de l'agriculture biologique, au moins concernant les produits animaux. De ne pas consommer de boissons énergisantes et de limiter les sodas, source de caféine, d'additifs problématiques et de sucre ou édulcorants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.